Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Activité portuaire. Malgré la baisse d'activité enregistrée au dernier trimestre, le port d'Alger continue de recevoir un nombre important de conteneurs. On ira également à Djidjel où l'entreprise portuaire de Djenjen qui est en passe de devenir un pôle économique méditerranéen et continental avec un volume de marchandises de près de 3,5 millions de tonnes hors hydrocarbures exportées au cours de l'année 2021. La sécurité alimentaire, cheval de bataille des pouvoirs publics qui ont appelé à mettre la recherche scientifique au service du développement agricole. L'exemple nous vient ce midi de la société agrodéveloppement de Sétif. L'arganienne, arbre aux multiples vertus à Tindouf, on en compte quelques 70 000 hectares, symbole de la région. Les agriculteurs de la wilaya tentent de préserver cette huile d'or pour ses bienfaits. Tlemcen, la ville aux nombreux sites à absolument visiter. L'un d'entre eux a été construit il y a à peine 9 ans. Le centre d'études andalouse qu'on vous propose de découvrir à la fin de cette édition. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec l'activité portuaire qui a enregistré une baisse due à la crise sanitaire que traverse le pays dont nous subissons les effets depuis mars 2020, notamment la fermeture des frontières, la baisse de la production mondiale et des échanges commerciaux internationaux. Mais malgré cette baisse estimée à 17,50%, le port d'Alger continue de recevoir un nombre important de conteneurs. Yamina Saïdji. Avec une superficie globale de 126 hectares et une surface d'entreposage de 282 000 m², le port d'Alger jouit d'une position géographique particulière dans le bassin méditerranéen. Cette infrastructure portuaire revêt une importance majeure pour l'économie nationale, notamment dans le secteur du transport. Son activité est en grande partie dédiée à la gestion de conteneurs. Deux quais. Son activité est essentiellement dédiée à la gestion de conteneurs. Le port d'Alger compte 2 quais pour l'import-export. Le premier pour les céréales et le deuxième pour les produits pétroliers. Le troisième quai est dédié au transport de passagers. L'entreprise portuaire a accusé une baisse aussi bien pour le mouvement de la navigation que pour le trafic de marchandises qui représente 17,50%. J'espère que l'activité qui est concentrée sur le port d'Alger sera répartie sur les 10 ports du pays. Malgré la baisse d'activité enregistrée au dernier trimestre, le port d'Alger continue de recevoir un nombre important de conteneurs. Il pâtit toujours du problème de la centralisation. Les pouvoirs publics ont pris une décision. Les autorités publiques ont pris la décision de fermer tous les ports secs du pays le 28 mars 2020. Cette décision a eu un impact sur l'activité du port d'Alger. À ce moment-là, nous sommes passés de 40% à 100% dans la gestion de conteneurs, ce qui a généré un surplus de volume de 150%. Ce qui a généré pratiquement un surplus de volume de 150%. L'entreprise du port d'Alger fait face à un manque conséquent de conteneurs ainsi qu'une hausse des prix du fret maritime. Le manque de conteneurs est un problème mondial. Il en est de même pour l'augmentation du fret maritime. Le monde entier a généré pratiquement une augmentation de fret. Une répartition équitable de l'activité portuaire sur l'ensemble des ports nationaux permettra de désengorger la pression sur le port de la capitale et de créer une activité économique plus importante à travers tout le pays. Un volume de marchandises de près de 3,5 millions de tonnes hors hydrocarbures a été exporté depuis le port de Djenjen au cours de l'année 2021. Un volume important dû principalement au passage à l'exportation de plusieurs opérateurs. Un volume qui pourrait augmenter grâce au projet en cours. Nesrine Bensadi.
Avec un volume de marchandises estimé à 7,3 millions de tonnes traitées, dont 3,5 millions de tonnes de marchandises hors hydrocarbures exportées durant l'année 2021, l'entreprise portuaire de Zhenjiang a tout pour devenir un pôle économique méditerranéen et continental. Un résultat fruit du passage de plusieurs opérateurs dans le complexe sidérurgique de Bellara qui, à lui seul, a exporté 12 millions de tonnes de marchandises en seulement un mois. En dépit de cette augmentation du volume d'activité, les capacités de cette infrastructure portuaire restent partiellement inexploitées. Avec 3,6 millions de tonnes des exportations des produits hors hydrocarbures, ça reste toujours, le port de Zhenjiang reste toujours inférieur aux capacités que le port de Zhenjiang a pour accueillir les gros navires et diminuer le séjour en rade et le séjour à quai des navires qui connaissent des congestions au territoire national, ainsi d'éviter les surestaries qui coûtent à l'Algérie des sommes colossales. Un rendement satisfaisant dû principalement aux efforts du personnel qui veille à maintenir un rythme soutenu de traitement des marchandises. Tout le personnel, en collaboration avec le PDG ou le staff dirigeant de cette entreprise, on travaille pour un but bien précis. Le but, c'est de développer le port de Zhenjiang pour la concurrence au niveau des ports voisins. À l'horizon 2024, nous avons mis un objectif d'atteindre 12 millions de tonnes. Toujours avec la proportion de 50% des traitements du trafic des produits hors hydrocarbures. Avec ça, on peut atteindre cet objectif avec les projets structurants que connaît le port, avec la réalisation du terminal à conteneurs qui a une capacité de traiter 2 millions de tonnes avec 50% du conteneur au transbordement, ainsi que la réalisation de la pénétrante autoroutière Zhenjiang-Alma suite aux décisions des pouvoirs publics et à leur tête, Monsieur le Président de la République, pour accélérer les travaux sur ces deux projets. Des projets qui permettront d'augmenter considérablement la capacité d'accueil, surtout pour les grands navires, pour plus d'échanges, notamment vers et depuis les marchés asiatiques. On s'intéresse à présent au recyclage et à la transformation de l'aluminium à Bouira grâce à la décision du président de la République. Une usine de recyclage et de transformation d'aluminium vient de reprendre ses activités actives dans plusieurs marchés, principalement le bâtiment, l'énergie solaire et les canaux d'irrigation. Elle compte aujourd'hui se lancer dans l'exportation. Commentaire Walid Yousfi. Après 7 ans d'arrêt, cette usine de recyclage de l'aluminium implantée à Bouira reprend de plus belle ses activités. Ici, plusieurs tonnes de déchets d'aluminium sont triés avant d'être transformés pour être revendus comme matière première. C'est une entreprise algérienne à 100%. Nous nous sommes spécialisés dans le recyclage et la transformation de l'aluminium. Une fois conditionnée, cette matière peut être réutilisée dans le bâtiment, l'énergie solaire et même les canaux d'irrigation. Alhamdoulilah, grâce à la décision du président de la République, nous avons pu reprendre notre activité. Cette usine compte plus de 80 employés. La reprise des activités a permis de résorber le chômage. Nous sommes à cheval sur notre travail. Une reprise rendue possible grâce à la volonté politique des pouvoirs publics de lever les entraves sur les entreprises et relancer ainsi l'économie nationale. Maintenant que notre unité a repris son activité, nous allons œuvrer à augmenter notre production afin d'exporter vers le Sénégal, la Tunisie et la France. On appelle les autorités à nous aider pour pouvoir revoir à la hausse notre capacité de production et employer plus de personnes. Augmenter les capacités de production et réduire le taux de chômage, ce sont donc les objectifs de cette usine qui projette d'exporter sa matière première vers l'étranger et pourquoi pas devenir leader dans ce secteur.
Nous allons parler d'environnement et des risques que représentent les déchets ménagers pour l'environnement et la santé publique. 33 stations de traitement des déchets seront réalisées au niveau des centres d'enfouissement technique à travers plusieurs wilayas. On vous propose ce matin de découvrir celui de Ain Defla qui traite le Lixivia. Voici sa fiche technique avec Friel Hamdi. Un projet destiné essentiellement au traitement de ce liquide qui émane des ordures ménagères. Il permettra de traiter tous les résidus et d'éviter leur infiltration jusqu'à la nappe phréatique ou vers les oueds. Par ricochet, préserver tout l'environnement des risques de pollution. Nous recevons à peu près 200 tonnes de déchets par jour, l'équivalent de 350 000 mètres cubes. Notre entreprise est dotée d'une station de traitement du Lixivia. Les eaux souillées, pompées depuis la lagune de stockage, sont transférées vers un poste de relevage. C'est ici que nous récupérons le Lixivia. Nous avons un bassin de 600 mètres cubes doté de 2 moteurs pour purifier ces eaux. C'est dans les laboratoires que se fait l'analyse de ces eaux pour le contrôle de la qualité. Les résultats étaient bons, notamment en ce qui concerne la matière organique, qui a été éliminée à 98%. Nous faisons ici l'analyse du pH, de la conductivité et de la matière organique. Le pH, la conductivité, la matière en organique اللي تكون هي بكثرة في الليكسيفيا. مشروع تجهيز 33. Le projet de réalisation de ces 33 stations de traitement de déchets sur le territoire national est un projet chapeauté par le secteur de l'environnement, réalisé par l'Agence nationale des déchets. Pour 1 million de mètres cubes de lixivia traités, nous aurons 800 000 mètres cubes d'eau potable. رايحين نتحصلوا على 800 ألف متر مكعب من الماء النقي أو الماء الصالح لمختلف الاستعمالات. Le recyclage des déchets ménagers, véritable source de richesse et d'emploi. La sécurité alimentaire, cheval de bataille des pouvoirs publics qui ont appelé à mettre la recherche scientifique au service du développement agricole. L'exemple nous vient de la Sagrodev, la société agrodéveloppement de Sétif. Elle dispose de 8 fermes agricoles semencières qui produisent plus d'1 million de mini-tubercules de pommes de terre. Reportage de Saïd Belounis, le commentaire est signé Adel Boukhams. La recherche scientifique au service de l'agriculture. Tel est l'objectif assigné à la société de développement agricole Sisa Gellel, au sud de la wilaya de Sétif. Un savoir-faire avéré qui a permis de développer de nouvelles techniques pour booster la culture de la pomme de terre. مهم ل 750 ألف تقسم على les 2 pôles semenciers الأقطاب. Nous produisons 750 000 semences qui sont mises à la disposition de 2 pôles semenciers. Grâce au soutien du ministère de l'Agriculture, notre société a pu produire la génération 0 des plants de la pomme de terre de pré-base répondant aux normes internationales. Les normes internationales. Avec une production annuelle d'1,5 million de tubercules. La société est également en phase d'intensification de 240 000 plantes et de la récolte de 750 000 tubercules de la première et de la deuxième génération avant de les mettre à la disposition des différentes sociétés de production. Le développement des ressources hydriques nous permettra d'introduire la G2. Nous comptons d'ici 2024 réduire la facture d'importation des semences de 60 à 70%. La société a eu l'autorisation pour le forage depuis. Le dossier de réalisation d'un projet intégré de plus de 25 millions de dinars a reçu également l'accord des autorités locales. Une expérience à méditer pour réduire la facture des importations, mais surtout pour assurer la sécurité alimentaire du pays. L'arganier, un arbre aux multiples vertus. À Tindouf, on en compte quelques 70 000 hectares, symbole de la région. Les agriculteurs de la wilaya tentent de préserver cette huile d'or pour ses bienfaits. Yanis Aïd Balqassama.
L'arganier ou Argania spinosa, symbole de la région de Tindouf, une plante connue pour sa grande capacité d'adaptation aux conditions climatiques et écosystémiques de la région, bénéficie de nouvelles mesures et d'actions visant à sa préservation, également à une extension importante sur plusieurs hectares dans la région. La direction de conservation des forêts a planté l'arganier sur une superficie de 5 hectares et pour protéger davantage cette plantation, nous avons délimité une superficie de 10 hectares. Il faut savoir aussi que la Caisse nationale du développement rural a consacré une enveloppe de 93 millions de dinars qui consistera à planter 50 hectares d'arganiers et également créer 2 pépinières ainsi que la revalorisation des bassins de la région et la doter d'énergie solaire. Sur le plan local, une assemblée wilayale pour la préservation de l'arganie a été créée pour s'occuper de la culture de cette plante. Une attention particulière requise par le président de la République qui se traduit également par la volonté des agriculteurs de la région. Il faut savoir qu'ici, il y a plus de 750 arbres d'arganier, d'autant plus que le président de la République a accordé une attention particulière concernant la plantation de l'arganier. De ce fait, nous essayons de valoriser cette décision. Il faut savoir que cette plante est considérée comme un symbole de notre région. Depuis quelques années, l'État accorde une attention particulière à cette plante. Également de notre côté, nous les agriculteurs, nous essayons de faire au mieux pour sauvegarder cette plante et la diversifier. Elle est aussi connue pour ses grandes vertus thérapeutiques et aux propriétés entrant dans la fabrication de produits cosmétiques. Ici à Tindouf, nous sommes connus pour l'utilisation de l'huile d'argan. Elle est bénéfique pour plein de choses comme la chute de cheveux et également pour toutes sortes de masques. Réputée pour ses vertus, cette huile, appelée également l'huile d'or, est connue pour sa composition importante de vitamine E, d'oméga 3 et 9. Elle est très présente dans les pharmacies sous différentes formes. En plus de ses vertus, l'arganier a aussi des retombées socio-économiques importantes dans l'économie nationale. Le point sur la situation sanitaire, 1343 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 710 guérisons et 13 décès ont été enregistrés par le ministère de la Santé. Malgré cette baisse, les spécialistes appellent à la vigilance. Et puis cet accident de la route survenu ce matin à Ouargla au niveau d'un tronçon de la route nationale 49 impliquant un bus de transport de voyageurs assurant la liaison Oran-Hassim Saoud, un camion semi-remorque et un véhicule touristique. L'accident a fait 5 morts et 13 blessés. Les victimes ont été évacuées par les éléments de la protection civile vers l'hôpital Mohamed Boudiaf d'Ouargla. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale pour déterminer les causes exactes de cet accident. Et puis nous sommes le 1er février, c'est officiel, en cas d'infraction au code de la route, votre permis de conduire ne sera plus retiré mais conservé temporairement. Au niveau des services concernés, les contrevenants auront toutefois à payer des amendes allant de 2000 à 5000 dinars, suite à quoi le permis retenu peut être récupéré. Le mauvais temps est de retour, des vents forts pouvant atteindre ou dépasser les 90 km/h soufflent à partir d'aujourd'hui sur plusieurs wilayas de l'est du pays. Les wilayas concernés par ce BMS classé de niveau de vigilance orange sont Djidjel, Skikda, Naba et At-Tarf sont également concernés. Les wilayas de Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Soukharas, El-Bouaghi, Batna, Khachla et Tébessa. Un bulletin météorologique plus détaillé vous sera proposé après ce journal. À l'étranger, les attaques de l'armée sahraoui se poursuivent contre les forces de l'occupant marocain qui ont subi des pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre les retranchements des soldats de l'occupant marocain dans le secteur de Mahbes, Ousserd et El-Bekari. Dimanche, des détachements avancés de la PLS avaient mené des attaques contre les positions des soldats marocains dans le secteur de Mahbes. Les autorités maliennes ont invité l'ambassadeur de France, Joël Meyer, de quitter le pays dans un délai de 72 heures dans une nouvelle escalade de la brouille entre Bamako et Paris, a annoncé lundi la télévision d'État. Les autorités maliennes ont justifié cette décision par les récentes déclarations hostiles de responsables français à leur encontre. Le ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop, a estimé dimanche que les tensions entre Paris et Bamako étaient dues au fait
fait que les autorités maliennes de transition aient touché aux intérêts de la France en excluant des élections en février. Selon lui, les partisans d'élections le 27 février, la date initialement prévue, souhaitent que les mêmes personnes reviennent prendre le pouvoir. Je vous propose de l'écouter. L'ambassadeur de France, Joël Meyer, n'est pas déclaré persona non grata qui répond à une autre catégorie, mais le gouvernement du Mali a souhaité qu'il puisse quitter le territoire national dans les 72 heures pour des raisons liées aux déclarations outrageuses qui ont été formulées à l'endroit des autorités de la transition que nous avons jugées inacceptables, propos que nous avons rejetés. Parce que ces déclarations tendent à dire qu'à remettre en cause et la légalité et la légitimité des autorités auprès desquelles justement l'ambassadeur de France est accrédité. Cela crée une situation très difficile parce que vous ne pouvez pas être accrédité auprès d'autorités que vous-même vous ne reconnaissez pas. Au Burkina Faso, la junte militaire au pouvoir depuis une semaine est très ouverte aux discussions. Un bon signe, selon la ministre des Affaires étrangères du Ghana, qui, à la tête d'une délégation internationale, a rencontré le nouvel homme fort du pays lundi à Ouagadougou. Un constat partagé par Anadif Mahamat Salah, représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, qui a salué un échange très franc. Un sommet des chefs d'État de la CEDEAO doit se tenir à Accra jeudi pour décider d'éventuelles sanctions complémentaires contre le Burkina. Les États-Unis ont prévu lundi qu'il ne restait plus que très peu de semaines pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien, appelant de nouveau l'Iran à des négociations directes pour parvenir à un compromis. Dans cette dernière ligne droite, les États-Unis se sont retirés en 2018 sous la présidence de Donald Trump, qui le jugeait insuffisant de ce texte conclu 3 ans plus tôt pour empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique. L'actuel président américain Joe Biden veut revenir dans l'accord. Les négociations impliquent les autres grandes puissances qui l'avaient signé: Allemagne, Chine, France, Royaume-Uni et Russie. En Équateur, des inondations après de fortes pluies à Quito ont fait lundi 11 morts et 32 blessés. Des torrents d'eau charriant des pierres et de la boue ont envahi une avenue de la capitale équatorienne, emportant des voitures et inondant des maisons et des rues. Selon ces images publiées par la protection civile, les fortes pluies qui s'abattent sur l'Équateur depuis octobre ont déjà fait au moins 18 morts et 24 blessés. Retour dans le pays pour aller à Tlemcen, la ville aux nombreux sites à absolument visiter. L'un d'entre eux a été construit il y a à peine 9 ans. Le centre d'études andalouse, au-delà de son rôle dans le rayonnement culturel, il s'agit d'un bijou architectural. Reportage de Semira Hadjammar. Sculpté par des maîtres artisans algériens, ce joyau architectural au style des palais d'Andalousie est un haut lieu de recherche et d'études, dédié entre autres à la musique andalouse, mais aussi une station annexe du Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique d'Alger. Au centre de ce magnifique édifice, un patio où trône fontaine de connaissances, les gazelles, des roses et des orangers, et tout autour des laboratoires de recherche où des spécialistes remontent le temps. Je travaille sur dialectologie arabe, et, ce qu'on appelle anthropologie linguistique, toutes les relations, c'est-à-dire entre la littérature, la culture arabe, la culture algérienne, en relation avec les dialectes, notamment dans la région de Tlemcen et la région Loranie en général. De l'histoire à l'anthropologie religieuse, en passant par les arts et la préhistoire, ce sont des milliers d'ouvrages et de documentations disponibles entre autres en anglais et en espagnol qui ornent les rayons de la bibliothèque de ce centre. Nous avons des publications éditées par le CNRPH, des magazines et des revues spécialisées, ainsi que des publications universitaires. Nos fonds proviennent également des publications des chercheurs et des dons du ministère de la Culture. Ce fonds est composé de plus de 15 000 ouvrages.
Je viens ici parce qu'il y a beaucoup de livres dont j'ai besoin pour mes recherches à la bibliothèque. Ce centre célèbre chaque année, par exemple, la journée dédiée aux manuscrits pour la journée mondiale de la calligraphie avec la participation de grands calligraphes ainsi que des colloques internationaux. Ce réservoir de savoir et de recherche universitaire est ouvert aux chercheurs nationaux et étrangers, mais aussi aux étudiants et aux amateurs d'histoire et de culture. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Larigui. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.